Eh bien, merci d'être présent pour cette conférence sur le parler vrai, en fait, qui est au sein de CE Management, dont je fais partie, et considéré comme ou la première, ou le premier ou le deuxième principe de management, le parler vrai, qui est peut-être quelque chose qui n'est pas évident pour tout le monde au sein de l'entreprise. Nous allons le voir, et pourtant qui est réellement source d'unité au sein de l'entreprise, probablement dans d'autres secteurs également, dans d'autres domaines, mais c'est d'autant plus vrai ici. Alors pourquoi évoquer le parler vrai, source d'unité dans l'entreprise aujourd'hui, 5 juillet 2022? Peut-être parce qu'en fait, déjà, on s'aperçoit que dans le domaine politique, et là, nous avons eu des échéances récentes qui nous le montraient, avec bien évidemment tout le lot d'un certain nombre de comportements en fait, qui ne mettent pas en avant forcément la réalité du parler vrai pour les gens qui nous dirigent, même si en fait elle est souvent évoquée comme une vertu dans ce domaine-là. Donc on s'aperçoit que ce n'est pas forcément évident dans ce domaine-là. Dans le domaine familial également, c'est parfois, enfin, on voit que dans les principes éducatifs, on utilise bien souvent le fait de dire la vérité comme une évidence, et puis on s'aperçoit que ce n'est pas toujours vrai, bien sûr, les enfants vis-à-vis des parents, mais également dans le sens inverse. J'en prendrai peut-être pour anecdote qui peut faire sourire pour certains, mais le Père Noël, qui n'est pas forcément une empreinte de vérité, même si c'est peut-être un jeu au départ, et qui ensuite retrouve sa réalité quand les enfants découvrent que ce n'est pas vrai. Alors, au sein de l'entreprise, eh bien, se parler vrai, en fait, n'est pas une évidence, tout simplement parce qu'en fait, il stigmatise 3 peurs. Et vous savez que la peur, en fait, c'est probablement l'émotion la plus vécue dans l'entreprise. 60% des salariés l'évoquent comme étant l'émotion la plus présente même, au sein de l'entreprise, celle qui vit la plus régulièrement. Alors, quelles sont ces 3 peurs, en fait, qui nous font, par moment, en fait, ne pas opter pour le fait de parler vrai, d'être dans la vérité? La première chose, en fait, tout simplement, les témoignages nous le disent, c'est que on a peur de froisser l'autre en disant quelque chose qui soit vrai. Et du coup, le fait de froisser, ça peut être le fait d'être assimilé à un manque de respect, c'est-à-dire que on s'aperçoit que la personne, en fait, qui peut avoir été blessée par une vérité qui a été dite, eh bien, elle peut rester dans cette apparence de sembler avoir manqué de respect, ou d'être manqué de respect. Et donc, on va ne pas utiliser la franchise, on va éventuellement ne pas dire les choses telles qu'elles sont pour éviter de froisser, parce que ça peut mettre mal à l'aise, ça peut être considéré comme un manque de respect. Deuxième crainte, c'est celle de perdre la confiance de quelqu'un en disant quelque chose qui est vrai, c'est-à-dire que, eh bien oui, on peut craindre en fait pour certains, en fait, ça va jusqu'au mot représailles, ou en tout cas un peu de rancune, et une altération de la manière dont les relations peuvent être vécues entre 2 personnes qui n'osent pas forcément se dire la réalité, voire en fait utilisent un mensonge qui peut être un mensonge de convenance en quelque sorte, un mensonge des fois collectif, hein, c'est-à-dire on n'ose pas dire la vérité. Je me souviens par exemple, pour l'illustrer, une personne pour laquelle, alors l'exemple n'est pas forcément très ragoûtant, mais d'une personne qui sentait mauvais en fait dans l'atelier. C'est amusant parce que souvent, quand je raconte ça dans les entreprises, ils me disent: «Ah bah, on a le cas», et effectivement, bien souvent, en fait, ça tourne vers le fait de ne pas le dire à la personne, ou bien même de mentir de façon collective par rapport à ça. Et pourtant, les comportements qui sont induits, c'est que, bah, on va moins facilement vers la personne, voire en fait, on la fuit, ou on s'en détourne, et ça peut occasionner, bah, des comportements professionnels qui sont inadaptés, puisqu'en fait, on ne va pas vers l'efficacité de notre travail,
on ne va pas vers les relations professionnelles qu'on devrait avoir, tout simplement à cause de ça. Et la crainte, en fait, d'oser dire les choses et de parler vrai peut, à certains moments, voilà, être empreinte de ça. Alors, bien sûr, il peut y avoir la crainte de froisser, mais aussi de perdre, en fait, cette relation qui, a priori, d'ailleurs, s'établit sur ensuite un climat finalement un peu tronqué, un peu biaisé. Mais voilà, la peur de perdre cette relation de confiance, en fait, qui peut avoir lieu. Et puis la troisième peur, en fait, qui existe au travers de ce défaut de parler vrai, ça peut être simplement la peur d'altérer son image. Et à ce moment-là, elle est plutôt dans le fait de dire la vérité par rapport à quelque chose qu'on a pu faire soi-même et du coup qui peut altérer l'image que l'on peut renvoyer. Alors ça, c'est plutôt vrai souvent des managers, c'est-à-dire ils, quand on s'est trompé, ben, peut-être va comme croyance avec le fait de manager, le fait de penser qu'on est quelque chose quelqu'un qui en permanence doit euh, avoir raison, etc. Et du coup, reconnaître ses erreurs peut à certains moments être vécu comme quelque chose qui pourrait altérer mon image et du coup ma prestance ou mon prestige de manager, peut-être me faire descendre d'une sorte de piédestal et du coup, je vais avoir recours au mensonge, au non-dit, au, au masquage de la réalité pour éviter d'aborder la vérité face à des collaborateurs. Alors bien évidemment, en fait, ce que l'on verra au cours de cette conférence, c'est que bien loin de cela, il y a probablement des manières de dire la vérité pour que ça ne froisse pas et qu'au contraire, ce soit pris comme une marque de respect de pouvoir se dire les choses en vérité, que, à contrario de perdre la confiance, eh bien, le parler vrai peut faire gagner en confiance, puisque on va s'apercevoir au travers de cela que plutôt que euh, d'errer en fait dans une sorte de terrain un peu mouvant ou flou dans lequel, ça se trouve, les gens n'osent pas nous dire, eh bien, si on est assuré que les gens sont dans un climat de confiance tel qu'on peut se dire les choses en vérité, eh bien, ça va renforcer la confiance et que bien loin d'altérer l'image du dirigeant ou du manager, le fait qu'il puisse reconnaître ses erreurs, qu'il puisse parler vrai en toutes circonstances, eh bien, va renforcer son image par l'humilité probablement, mais également par le fait qu'il est modélisant et qu'on a là affaire à une personne qui a de la contenance et qui est capable en fait d'assumer ses erreurs. On le voit d'ailleurs dans le domaine politique là aussi. Le fait d'être capable de reconnaître ses erreurs est plutôt une force. Alors, pour le fonctionnement, donc brièvement de cette conférence, aujourd'hui, voilà, je vais évoquer le parler vrai source d'unité dans l'entreprise au travers de 3 illustrations, l'une avec les collaborateurs, donc des illustrations qui sont des histoires bien sûr vraies tirées de mon expérience, soit de manager, soit de consultant. Donc comment le fait de parler vrai avec ses collaborateurs peut emmener vers le haut. Parler vrai avec son chef, donc non pas forcément l'exemple que je prendrai n'est pas celui de quelqu'un qui se positionne pour parler vrai avec son chef, mais plutôt le fait que le chef ait mis en œuvre un climat, un terrain favorable à ce que les collaborateurs puissent parler vrai avec leur chef. Et du coup, c'est plutôt une force. Et puis, le parler vrai avec ses clients puisque je ne connais pas d'entreprise qui ne vive pas grâce à ses clients et qu'à certains moments, on peut être tenté de raconter des beaux mensonges aux clients euh, croyant peut-être de cette manière-là qu'ils vont entendre ce qu'ils ont envie d'entendre et que c'est bien plus joli que la vérité, alors qu'on verra que la réalité est souvent tout autre et que les clients qui ont affaire à des gens qui leur mentent vont les fuir, mais ne leur diront pas forcément pourquoi. Et donc, on n'analysera pas que c'est le parler vrai qui peut être à la source d'une rupture à partir du moment où il est transgressé. Donc, je ne pourrais pas évoquer avec vous les cas particuliers des uns et des autres, bien évidemment, mais ce que je vous inviterai à faire dans un second temps, c'est que si vous souhaitez aller plus loin, en fait, et qu'on puisse regarder dans le cas qui vous occupe, vous, plus particulièrement,
en quoi le parler vrai peut être soit déployé, soit mis en œuvre et de quelle manière, eh bien, que nous puissions avoir une discussion sur ce parler vrai. S'applique-t-il à votre cas? Donc, la réponse, elle est, vous avez bien sûr compris, positive et contenue dans cette conférence, mais votre cas avec ses spécificités, et même si ça vous semble à certains moments difficile, en fait, eh bien, nous pourrons l'évoquer en rendez-vous personnalisé. Comment mettre en œuvre le parler vrai pour vous, dans votre cas, dans votre entreprise, avec ses spécificités propres. Donc, vous aurez la possibilité via Calendly et puis, ou sinon par mon site et mes adresses mail, de pouvoir prendre ce rendez-vous. Et bien évidemment, quels résultats vous pouvez attendre de ce parler vrai dans votre entreprise. Alors tout d'abord, en fait, je voulais évoquer, comme je vous l'ai annoncé, le cas du parler vrai avec ses collaborateurs. Et donc, le cas que je voudrais évoquer, c'est le cas d'une entreprise, d'une imprimerie de sécurité, du groupe Ouverture, qui fabrique, comme vous pouvez le voir, en fait, des chèques bancaires. Dans le groupe sont fabriqués également des billets de banque, des pages de passeport. Le site qui nous intéresse, en fait, fabriquait, au moment où je l'ai connu, des chèques bancaires, des lettres chèques, également des diplômes pour des États, pour des pays. Donc des documents sécurisés qui méritent effectivement de ne pas être mis dans les mains de tout le monde. Et donc, l'illustration plus particulière, en fait, concerne un client qui avait été gagné par cette entreprise, donc une banque, pour laquelle la volumétrie, en fait, du chiffre d'affaires représentait 10% de chiffre d'affaires réalisé par le site dont il est question. Le marché avait été difficile à gagner et au cours des tractations et puis dans les premiers temps où il a fallu mettre en place ce marché de chéquier bancaire, beaucoup de travaux ont été mis en place pour travailler sur le graphisme des chéquiers, sécuriser davantage les chèques bancaires que ce que la banque avait comment dire, accepté jusque-là. Je suis désolé, je marque un petit temps d'arrêt pour admettre 2 personnes qui sont dans la salle d'attente. Donc, un gros travail en amont avant de sortir les premiers chèques bancaires qui consistait à la sécurisation du document lui-même. Donc, vous ne le savez peut-être pas, mais les chèques bancaires ont différentes sources en fait, de sécurisation, à la fois sur le papier lui-même, sur les encres, certaines encres sont délébiles ou gommables, et puis sur le mode d'impression qui fait que vous ne pouvez pas, avec la meilleure photocopie couleur possible, dupliquer des chèques bancaires très sécurisés. Mais c'est également de la sécurisation au niveau du transport, de la transmission des chéquiers, etc., pour assurer vraiment les meilleures garanties possibles. Alors, le marché était triennal et donc sur les 2 premières années, les choses se sont plutôt pas mal déroulées avec quelques remontées d'incidents qualité, mais des choses qui ont été corrigées au fur et à mesure. Et puis finalement, sur la 3e année, l'entreprise s'est rendue compte que finalement, la satisfaction du client, elle couvait certainement depuis un certain temps et le client n'a pas renouvelé le marché au bout des 3 ans, comme ça aurait pu être quelque chose d'attendu si le prestataire fournit correctement ses services, mais en général, il y a des reconductions assez automatiques de ce genre de choses. Et là, ça n'a pas été le cas. Ce qui fait que, bien évidemment, comme je vous l'ai dit, 10% du chiffre d'affaires, eh bien, pour la direction générale, le fait d'avoir perdu ce client représentait une perte sèche impressionnante. Et sur les 70 personnes qui étaient embauchées en contrat à durée indéterminée, eh bien, la direction générale disait bah, c'est assez simple, hein, puisqu'on a perdu 10% du chiffre d'affaires, ça doit représenter à peu près 10% des effectifs. Donc, il va falloir regarder comment se passer de 7 personnes dans les effectifs. Alors, le directeur du site, en fait, lui, regardait les choses de manière un peu différente. Il s'est dit non, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est que
on donne aux commerciaux de quoi regagner au moins 10% du chiffre d'affaires. Parce que ce que démontre en fait cette perte du client, c'est tout simplement que nous avons perdu ou nous n'avons pas su être à la hauteur de l'exigence qualité et que du coup, ce qu'il faut, c'est renforcer la qualité de nos prestations de telle sorte qu'on ne perde pas d'autres clients. Puisque si on ne fait que s'aligner au niveau du personnel par rapport au chiffre d'affaires, eh bien, on n'est pas quitte de s'améliorer comme on doit le faire au niveau de nos prestations et on va perdre régulièrement d'autres clients. Et donc, il a bataillé pour obtenir de la direction générale un délai pour améliorer de manière drastique tout ce qui était qualité. Et j'entends la qualité au sens large, hein, c'est pas simplement la qualité des produits, mais la qualité de la prestation avec la tenue des délais, avec la sécurisation de tout ce qui va avec le transport, la sécurisation des stocks, etc. Et la direction a accepté de lui donner ces 6 mois, craignant un peu que ce ne soit utopique. Et donc, le directeur du site a rassemblé l'ensemble du personnel pour lui exposer clairement et en vérité, c'est là où le parler vrai intervient, la situation, de telle sorte que les gens ne soient pas enfin, qu'on ne leur jette pas de la poudre aux yeux. Et en disant, bon, ben pour l'instant, en fait, bien évidemment, les salaires vont être gelés pendant un certain temps, puisqu'en fait, on est plutôt à perdre de l'argent qu'à en gagner avec la perte de ce client. J'ai obtenu de la direction générale un délai de 6 mois pour que on puisse mettre en place un plan de bataille et démontrer aux commerciaux et donc aux clients in fine, que nous sommes capables de nous améliorer et de faire en sorte d'être au niveau, ad minima, des exigences du client que nous venons de perdre. Alors, il a dit, ce sont mes engagements, mais je voudrais que ce soit nos engagements, parce qu'en fait, si je suis seul à essayer de combattre par rapport à ça, bien évidemment, en fait, c'est probablement perdu d'avance. J'ai besoin que tout le monde, en fait, soit engagé là-dedans et que nous puissions, voilà, je vous ai dit en vérité ce qui se passait et que si dans 6 mois, nous ne sommes pas au niveau de qualité attendu pour que les clients puissent de nouveau nous faire confiance, eh bien, j'aurais perdu mon pari en quelque sorte avec la direction générale et je serai obligé de mettre en œuvre les dispositions que la direction générale a prévues, c'est-à-dire de choisir parmi vous 7 personnes. Mais alors, est-ce que ça va être vous, Kevin, parce que tout simplement, vous êtes rentré le dernier et que peu importe que vous soyez aujourd'hui un jeune qui est performant, vous serez le premier sur la liste. Est-ce que ça va être vous, Monique, qui avait des soucis de santé et qui de temps en temps avait des arrêts maladie, même si en fait, je ne peux pas vous en faire grief, mais clairement, en fait, je vais plutôt aller chercher des gens dont le présentéisme est en fait le maximum. Est-ce que je vais faire des coupes sombres de cette manière-là, tout simplement parce qu'en fait, on me demande d'éliminer 7 postes de travail. Donc, je vous enjoins en fait de rejoindre ma vision, d'améliorer et de faire en sorte que nous puissions être dans le positif en termes d'exigence qualité. Il a obtenu un engagement de la part bon, verbal, hein, bien évidemment, de la part des collaborateurs et tous se sont mis au travail pour regarder ce qui pouvait être amélioré dans les procédures, dans les processus, dans l'attention, dans le contrôle, les exigences personnelles, la pertinence, la persévérance. Et au bout des 6 mois, même avant ça, en fait, au bout de 3 mois, les niveaux d'exigence se sont fortement améliorés, ce qui a permis d'avoir des témoignages de clients en faveur de cette remontée des exigences, qui a convaincu les commerciaux qu'effectivement, ils pouvaient de nouveau aller auprès d'autres prospects et de vendre une amélioration qui a été clairement vendue voilà, on a perdu un client, ça nous a fait nous prendre conscience en fait de ce que nous avions à faire. Et là aussi, vis-à-vis des clients, en fait, le discours de vérité a été tenu pour dire, ben voilà, on a fait ce qu'il fallait pour être au niveau d'exigence. Et regardez maintenant, en fait, nous obtenons le satisfecit d'un certain nombre de clients. Et donc, sur cette base-là, en fait, vous pouvez nous faire confiance sur le fait que, bien, si vous rejoignez en fait notre
entreprise en tant que prestataire, eh bien, vous aurez des résultats à la hauteur des attentes en fait, de ce que nous sommes capables de faire aujourd'hui. Et de fait, il n'y a pas eu besoin de licencier les personnes, puisqu'en fait, cette manière de fonctionner a permis eh bien, de convaincre un certain nombre de prospects et de renouer en fait, avec de nouveau du chiffre d'affaires. Alors, pas avec le client qui était parti, puisque bien évidemment, il a repris un contrat avec quelqu'un d'autre sur 3 ans, mais en tout cas, avec de nouveaux clients. Donc, on voit là que au travers de ce qui n'aurait pas été évident, en fait. Peut-être que le directeur aurait pu se dire, je vais simplement être plus exigeant, mais pas forcément leur dire ce qui attend au bout si jamais on n'y va pas. Mais il a préféré, en fait, être dans un discours de vérité pour à la fois mobiliser, puis ne pas se retrouver, en fait, en défaut si jamais, au bout des 6 mois, le pari n'avait pas été gagné. Parler vrai avec ses collaborateurs. Deuxième exemple que je veux citer, c'est le parler vrai avec son manager. Donc, non pas regarder de la manière dont un, un manager pourrait parler vrai avec son N+1, mais la manière dont le manager lui-même peut mettre comment dire, en œuvre le terrain favorable pour que les collaborateurs puissent se sentir à l'aise de parler en vérité. Et là, on est toujours dans la même imprimerie. La machine que je vous montre là n'est certainement pas la machine qui représente cette entreprise, puisqu'en fait, c'est une entreprise qui existe depuis maintenant, je dirais, une cinquantaine d'années. À l'époque où les faits se déroulent, c'était il y a une petite dizaine d'années, mais comme c'est une entreprise qui, certes, en fait, fabriquait au moment où je l'ai connue des chéquiers bancaires et des pages de passeport et des documents sécurisés de type diplôme, etc. Mais à l'origine, c'était une entreprise qui fabriquait du papier listing. Alors pour les plus jeunes, je pense que ça ne parle absolument pas, mais le papier listing, c'est ce papier zoné avec des lignes et puis ce qu'on appelle des trous Carole en fait sur les côtés qui allaient dans les imprimantes en continu, les imprimantes matricielles et qui permettaient de développer au kilomètre, j'allais dire, soit on imprimait des rapports d'activités, ou on imprimait des programmes informatiques, en fait, ou des choses comme ça. Et en tout cas, c'était un papier très courant, en fait, avant qu'on soit sur le page à page. Mais pour vous donner une idée du niveau d'exigence de cette imprimerie à cette époque-là, donc dans les années 80, quand il n'y avait pas de ligne, en fait, parce que le conducteur avait oublié de mettre de l'encre dans l'encrier, on laissait quand même partir le papier chez le client. Et à l'époque, en fait, le client s'en offusquait à peine. Si jamais il faisait une remarque, on lui livrait un paquet de papier listing en rab, et puis les choses s'arrangeaient de cette manière-là. Du moment qu'il y avait des trous Carole pour entraîner le papier et qu'il y avait la quantité de papier dans le paquet, en général, ça suffisait. Donc, le niveau d'exigence qualité était très, très bas et tout allait de pair, aussi bien le niveau d'exigence sécurité que délai, enfin, tout était de cette nature. Ce qui fait que sur la sécurité notamment, eh bien, les habitudes s'étaient prises, même si le niveau qualité s'était un peu amélioré, mais le niveau sécurité s'était pas amélioré. Les gens s'étaient habitués à dire, de toute façon, en fait, on ne ferme jamais les capots des machines parce que ça nous permet de mieux entendre. Imaginez un peu que, pareil, vous rouliez en permanence, fenêtres ouvertes et le capot de votre voiture absent, peut-être même, pour être sûr d'entendre le moteur tourner de votre voiture, pour être sûr qu'elle roule toujours, quoi. Donc, c'était en tout cas les arguments d'époque. Et tout le monde, en fait, depuis le conducteur machine jusqu'au directeur de site, s'était habitué à ce langage et s'était habitué au fait que de toute façon, on n'arrivait pas à entendre raison. Et jusqu'au jour où, en fait, le délégué syndical s'est senti autorisé, peut-être aussi par la couverture de son mandat, mais également les discussions qu'il pouvait avoir avec ce directeur d'usine, s'était senti autorisé à dire au directeur, de toute façon, si les machines ne sont pas en sécurité, c'est de votre faute. Alors, le directeur d'usine a eu quelques difficultés à avaler cette parole, mais plutôt que de s'agacer,
lui a demandé, mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Enfin, c'est pas moi qui suis sur machine, c'est quand même plutôt vous-même d'ailleurs, et puis vos collègues. Oui, mais en fait, si on regarde le code du travail, la sécurité, c'est le giron du directeur et de la direction. Donc, c'est à eux d'assurer ça, quels que soient en fait les agissements en fait des collaborateurs sur machine. Alors, le patron du site s'est dit, bon, un, il a raison, donc ça, c'est déjà un principe de réalité. Deux, si je commence à m'énerver, à dire c'est un peu facile de se déresponsabiliser de cette manière, bah, je risque en fait de ne plus entendre ensuite les messages de vérité qui peuvent se faire jour, en fait, parce qu'il faut un certain courage quand même pour le dire. Et puis trois, bah, comme c'est mon rôle, j'ai quelque chose à faire là-dessus. Et donc, je vais agir parce que c'est quand même pour le bien de l'ensemble des employés de l'entreprise. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris à partie le délégué syndical en lui disant, écoutez, moi, j'ai l'autorité pour remettre les sécurités en ordre de marche sur les machines, mais vous avez aussi quelque chose à jouer pour faire en sorte que vos collaborateurs, vos collègues plutôt, puissent jouer le jeu, puisque vous y êtes sensible, vous, et qu'en plus, vous avez un mandat d'élu qui vous autorise en fait à dire, bah, d'une part, que vous me l'avez dit à moi, et d'autre part, que vous avez ce souci également de leur santé et de leur sécurité au travail. Et donc, tout un travail a été mené avec notamment donc la remise en état de toutes les sécurités machines, le dialogue avec la direction d'une part et puis le délégué syndical d'autre part vers l'ensemble des employés. Et puis ensuite, quelques astuces du genre mettre en place un cahier où systématiquement, quand quelqu'un était en défaut par rapport à ça, eh bien, il mentionnait sur le cahier que lui-même était en tort et que il avait toute possibilité de respecter les sécurités machines et qu'il avait les instructions pour le faire et que s'il ne le faisait pas, c'était de son propre chef et que c'était lui-même qui s'exposait au danger que représentait ce comportement. Moyennant quoi, en fait, avec un peu de persévérance, l'ensemble des machines a retrouvé l'usage de ces capomoteurs. Les gens ne s'en sont pas trouvés plus mal pour faire tourner correctement leur machine, également au bruit. Et petit à petit, en fait, l'atelier a été de nouveau sécurisé. Et ça, et finalement, le manager s'est dit, enfin le directeur de site s'est dit, bah, finalement, j'ai bien fait de persévérer dans le fait de ne pas m'agacer par rapport au délégué syndical, mais de le laisser et d'encourager son parler vrai, puisque ça a élevé d'un cran le niveau de sécurité au niveau des machines, ce qui rendait d'ailleurs au moment des visites d'atelier toute son image au site de production, ce qui réagissait du coup, bien évidemment, très positivement sur l'image de l'entreprise. Parler vrai avec son manager et donc donner les moyens de la part du manager à ses collaborateurs de parler vrai avec lui. Troisième exemple que je voudrais citer, c'est donc le parler vrai avec ses clients. Et à ce titre-là, donc je vais changer d'univers professionnel pour aller vers un univers qui est celui de la réparation de vérins hydrauliques. Alors, je montre là un camion qui est porteur de ce type de vérins hydrauliques, donc des vérins hydrauliques de grosse taille, puisqu'en fait, vous savez que sur les chantiers de terrassement, par exemple BTP, il y a des très gros engins avec bien évidemment une motorisation, mais également des vérins hydrauliques d'une taille assez conséquente. Et quand un engin de chantier comme celui-ci est immobilisé pour une fuite sur un vérin, bien l'équipement est inopérant. Mais par contre, ce sont plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros par jour qui sont perdus, puisqu'en fait, il y a l'immobilisation du matériel qui coûte assez cher déjà lui-même, souvent loué d'ailleurs, et il y a l'immobilisation du chantier qui peut provoquer des pénalités de retard assez conséquentes. Donc, réparer un vérin devient quelque chose qui peut être central par rapport aux préoccupations des gens qui dirigent ce type de chantier. Et si jusqu'à une certaine époque, en fait, les vérins n'étaient pas réparés, ils étaient tout simplement changés, ça pouvait prendre une semaine, 15 jours, en fait, le temps de faire revenir le vérin, de le remonter sur la machine, etc.
Eh bien, Mécaphore Vérin, qui est l'entreprise dont il s'agit, c'est un petit atelier qui s'est monté dans les années 80 et qui se proposait de réparer à proximité des lieux de chantier, donc dans son atelier en région parisienne, de réparer les vérins dans un temps très court, donc 2 à 3 jours, pour pouvoir remettre en service en moins de 5 jours l'équipement plutôt que d'attendre de commander un vérin et puis de le remonter. Donc autant en fait dans les premières années, dans les années 80, on ne souffrait pas de la pénurie de tourneurs, fraiseurs, et c'était assez facile en fait d'avoir un atelier assez conséquent. En plus, c'était une activité qui naissait, donc tout le monde n'avait pas encore recours à ces services, mais à chaque fois qu'il avait un client, bah, il pouvait l'honorer dans des délais qui étaient tout à fait acceptables. Mais l'époque dont je parle, c'est plutôt la fin des années 2010, donc presque les années 2020. Et l'entreprise, à ce moment-là, vivait un dysfonctionnement assez fort, puisque les délais en fait étaient au-delà de la semaine. On était rendu pour certains à 15 jours, mais surtout une incapacité de la part de l'entreprise de donner un délai euh, tenable et un engagement ferme vis-à-vis de ses clients. Quand le consultant est arrivé sur place, il s'est rendu compte qu'effectivement, il n'y avait aucune gestion de production, que ça se passait à peu près de la manière suivante. En fait, l'épouse du patron qui faisait standard, administratif, gestion du personnel, comptabilité, etc., recevait les coups de fil des clients qui leur disaient: «Quand est-ce que mon vérin va être prêt?» Et donc, elle ouvrait la fenêtre qui séparait son bureau de l'atelier pour crier au chef d'atelier: «Le vérin de la société Intel, quand est-ce qu'il sera prêt?» Réponse du chef d'atelier: «Je ne sais pas de quelle couleur il est», en parlant du vérin. Et donc, quand on lui disait: «Bah, il est vert», il regardait un peu partout, est-ce qu'il y avait un vérin vert? Il dit: «Ah bah oui, oh bah celui-ci, je ne sais pas, je n'ai même pas regardé ce qu'il avait comme problème». Et donc, elle avait ça comme réponse et du coup, elle disait au client: «Bah, écoutez, on pense que d'ici la fin de la semaine, ça devrait être bon». Donc vous imaginez qu'en fait, en termes de parler vrai, on est loin du compte. Et du coup, bah, les opérations qui ont été mises en place par le consultant, ça a été de mettre bien évidemment un petit logiciel adapté pour les PME, une dizaine de personnes en fait dans l'atelier, euh, pour, euh, pour gérer le flux, quoi, en fait, et donc la gestion de production. Et puis une action vis-à-vis du commercial: arrêtez de mentir à vos clients. En fait, si vous prenez une commande aujourd'hui, ne lui dites pas sous 5 jours, puisqu'en fait, quand on regarde avec le logiciel quelles seront les premières dates possibles, compte tenu de la charge que vous avez actuellement, bah, vous ne pouvez rien prendre à moins de 8 jours, puisque en fait, le temps de résorber ce que vous avez dans l'atelier, ben, c'est pas possible de promettre quelque chose de mieux, à moins de mentir encore plus à ceux des clients dont les vérins sont déjà dans l'atelier. Alors bien sûr, le commercial, il a dit: «Oh, bah, si c'est ça, moi je vais même plus voir de clients». Il a fallu donc prendre une décision d'autorité de la part du patron, qui était de dire: ben, on va faire confiance aux consultants et on va dire la vérité aux clients. Et donc, probablement, il va y en avoir qui vont partir dans un premier temps, mais on ne les regagnera qu'à partir du moment où on leur dira la vérité. Et c'est effectivement ce qui s'est produit. Certains clients sont allés voir ailleurs, puisqu'en fait, on leur promettait mieux que 8 jours, on leur promettait 4 ou 5 jours, avec des concurrents qui, des fois, étaient tout aussi menteurs que Mecafor. Mais ça a permis de résorber le retard, avec certes une petite perte a priori du chiffre d'affaires, mais bon, c'est sans compter les ristournes qui avaient été accordées aux clients qu'on servait mal. Et puis, par contre, petit à petit, les engagements qui étaient pris étaient des engagements fermes, c'est-à-dire que de 8 jours, on a pu, par défaut de clients, bah, passer à 7, puis 6, puis 5 jours et commencer à regagner des clients, puisqu'en fait, vous savez que ce genre de truc se sait assez rapidement, quoi, en fait, et notamment quand
les confrères finalement servent moins bien encore que celui dont on est parti, on est tenté de retourner chez lui, d'autant qu'on entend dire ça y est maintenant, mais Carrefour tient ses délais. Et du coup, il prend des engagements, certes, à 5 jours, c'est encore trop, mais au moins, quand il le dit, il le tient, et c'est plus comme les autres, 3 ou 4 jours, qui deviennent du 8 jours ou du 10 jours, parce qu'ils nous ont raconté des mensonges. Et donc, au travers de ça, finalement, après une petite baisse d'activité qui a duré que quelques semaines, Mécafor a pu retrouver ses clients, d'autres clients, et du coup, sur l'année suivante, une année complète, faire un chiffre d'affaires de 14% supplémentaire pour un résultat qui s'est amélioré, lui, sur autour de 30%, enfin, oui, un résultat qui s'est amélioré d'environ 30%. Donc, il n'a absolument pas regretté cette politique qui, au départ, semble oser, risquer et peut-être même contre-productive. Certes, elle fait partir un peu les clients au départ, mais par contre, elle les fait revenir au grand galop quand on est capable d'assumer ses engagements. Voilà, donc on voit au travers de ces 3 exemples, en fait, aussi bien au niveau des collaborateurs, de ce que le manager peut mettre en place pour qu'on puisse parler vrai vis-à-vis de son manager, et puis vis-à-vis de ses clients, que le parler vrai, en fait, a tout lieu d'être mis en œuvre, même si au départ, on peut se dire oui, mais ça risque peut-être de froisser des personnes, ça risque peut-être d'entailler un peu la confiance que l'on peut s'accorder, de se dire trop la vérité, ou ça peut tout simplement en fait, ternir l'image que je peux avoir en tant que manager. Eh bien, en réalité, en fait, on voit qu'on établit des relations beaucoup plus saines, et bien évidemment, ça doit, comme on le dit chez CE Management, il faut balayer l'escalier par le haut, c'est-à-dire ça doit partir du top management pour redescendre par ruissellement vers les managers intermédiaires et pouvoir espérer à partir de ce moment-là que cette relation saine du parler vrai puisse être appliquée également de la part des collaborateurs vers le manager. Et donc, ça doit être le manager qui doit être modélisant par rapport à cette pratique, de telle sorte que la relation puisse être assainie. On voit que finalement, elle confère un respect mutuel, puisque si on a adapté la forme avec laquelle on vient parler vrai, eh bien, on s'aperçoit que c'est une marque de respect plus grande, bien évidemment, que le fait de raconter des mensonges, ce que d'ailleurs on explique assez volontiers à ses enfants euh, au moment où on les éduque. Et puis, c'est à la fois une marque de confiance, mais c'est également une manière de renforcer la confiance que de pouvoir se dire les choses en vérité et en justesse. Quand on dit à un collaborateur que ce qu'il a fait, c'est pas bien et qu'on attend mieux de sa part, peut-être il va recevoir un peu durement la leçon dans un premier temps, mais quand il s'est amélioré, eh bien à ce moment-là, il va reconnaître que c'est grâce au parler vrai et à la confiance qui a été accordée, établie, renouvelée, que les choses vont mieux et que la relation s'est là aussi assainie. Alors, vous comprenez bien que est-ce que la question faut-il parler vrai est toujours d'actualité? Eh bien non, en fait. La vraie question qu'il faut se poser, c'est comment faut-il parler vrai? Et là-dessus, bien évidemment, en fait, il y a probablement beaucoup à dire, mais là, on rentre tout à fait dans le champ des cas particuliers et des spécificités. Je vous ai cité 3 cas dans des domaines bien particuliers, avec des entreprises, une culture d'entreprise, en fait, qui était celle qui était. Et donc, c'est là où, en fait, la manière de répondre à cette question, elle ne peut être que individualisée par rapport à chacun des cas que vous pouvez rencontrer dans vos entreprises. Et pour ce faire, en fait, voilà, je vous invite à prendre contact avec moi, à venir chercher également sur Agnès vous enverra en fait mon lien Calendly pour réserver des plages sur mon calendrier pour que nous puissions prendre un temps très court en fait une quinzaine de minutes pour explorer davantage votre situation et vous aider
à non pas vous poser la question: «Est-ce qu'il faut que je parle vrai?» mais «Comment est-ce qu'il faut faire pour parler vrai?» puisqu'en fait, c'est, la clé de la réussite au sein de l'entreprise.